Merci. Alors, dans ce workshop 3, on a commencé par le fait que si l'exercice d'une citoyenneté active ne peut exister que dans le cadre d'une réelle démocratie participative, la question centrale était la suivante: comment construire une Europe des citoyens? Alors, à l'aube des élections du Parlement européen, l'objectif est bien sûr d'engager les citoyens dans le dialogue européen, mais aussi de réfléchir aux possibles transformations du fonctionnement institutionnel européen qui devraient permettre de mieux prendre en compte les revendications de la société civile. Alors, M. Pinto nous a présenté les conclusions de l'Alliance de l'année européenne du citoyen à travers les 3 piliers principaux et nécessaires au bon fonctionnement démocratique. Le premier est bien sûr le pilier citoyen, qui pour agir efficacement nécessite une bonne qualité et un accès à l'information et à l'éducation. Les citoyens ont en effet besoin de bien connaître leurs droits, et non pas leurs rois, et les différents outils qui sont mis à leur disposition dans le but de participer efficacement au dialogue européen. La question du rôle des médias a aussi été expliquée comme étant centrale sur ce sujet, et notamment la question de l'accès à l'information européenne dans toutes les langues des différents États membres. Alors le deuxième pilier est celui des institutions européennes, qui, si malheureusement elles donnent des fois l'impression de n'être ni ouvertes ni réactives à la participation citoyenne, freinent les citoyens européens qui ne font donc pas l'effort de participer, de rentrer dans des processus très complexes pour faire entendre leur voix. L'exemple du Conseil européen qui prend ses décisions à huis clos a également été évoqué durant la session. Le troisième pilier, qui est celui de la société civile, et qui doit agir comme garant du dialogue entre citoyens et institutions, a été évoqué. Les organisations de la société civile doivent être reconnues clairement comme partenaires actifs du processus décisionnel européen, et on ne peut que regretter les baisses du budget européen qui sont allouées à ces organisations. Si de nombreux outils sont proposés par les institutions européennes, leur complexité a été longuement débattue pendant cette session. Le défi principal est donc bien la clarification et la simplification des outils qui sont mis en place pour la participation citoyenne. En effet, bien souvent, les citoyens ne savent ni à qui s'adresser, ni comment participer activement au processus décisionnel européen. Il semble pourtant nécessaire donc d'engager les citoyens sur des questions européennes centrales, comme notamment la question du budget européen et de son utilisation. On a beaucoup parlé de l'outil de l'initiative citoyenne, qui doit permettre de renforcer la participation citoyenne au processus décisionnel européen. Alors si c'est un outil qui a été mis en place par la Commission, en partenariat également avec l'Alliance de l'année européenne des citoyens, il illustre la nécessité d'avoir des moyens très conséquents pour porter ces initiatives citoyennes, moyens qui malheureusement permettent surtout aux associations et aux organisations les plus importantes d'utiliser cet outil. On a beaucoup parlé de l'aspect bureaucratique qui a besoin d'être réformé afin de donner la possibilité aux organisations de la société civile, quelle que soit leur taille, de prendre part au processus décisionnel européen. La question du puzzle entre les compétences européennes et nationales est également une question centrale dans la capacité des citoyens à s'adresser à la bonne personne et à agir efficacement. La société civile doit donc ne pas seulement jouer un rôle de médian entre les citoyens et les institutions, mais aussi entre le niveau européen et le niveau national. Alors des réformes sont nécessaires à un bon fonctionnement de la démocratie participative européenne, et si elles peuvent passer par les réformes des traités européens, elles nécessitent surtout une forte volonté politique. C'est donc en tant que partenaire que les 3 piliers citoyens, société civile et institutions, qui sont les garants d'une démocratie participative, doivent avancer et approfondir les outils déjà existants à la participation citoyenne. En effet, les meilleurs représentants et acteurs de la société civile européenne sont les citoyens, qui s'impliquent de façon de plus en plus organisée au processus décisionnel européen. Et il est donc nécessaire de renforcer les outils qui sont déjà mis à leur disposition pour continuer à avoir un dialogue européen structuré et efficace. La question ne doit donc plus être celle de la légitimité des organisations de la société civile ou des institutions européennes, mais bien de la façon de laquelle elles doivent travailler ensemble pour continuer à garantir ce dialogue européen. Merci. Thank you. Thank you very much, Julia. So this time we're going to start from George, and for the final round of comments. Oui, merci beaucoup à Julia pour cet excellent rapport. Bon, ce que Julia a évoqué, c'est presque tout. Elle a évoqué les budgets.
et l'utilisation. Mais ces budgets-là, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est même pas 1% du PIB. En comparaison aux États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Amérique ont 22%. Le budget fédéral, et ici c'est 1%. Et c'est même pas, on ne dépense pas 1%. C'est 0,9, 0,92. La question du budget est cruciale. On a déjà dit dans cette maison que le budget proposé à l'Union, et il est proposé par les grands et riches, il n'est pas à la hauteur des ambitions qui ont été affichées depuis presque toujours par les grands leaders politiques. Donc voilà un combat à mener tous ensemble. Entrepreneurs, travailleurs salariés et l'ensemble de la société civile. Et commencer à faire de ça une revendication, une des premières, pas la première. Dire qu'on ne peut pas continuer avec ce budget. Il y a une chose que moi j'ajouterais au rapport de Julien. Dans chaque pays, il y a un cours d'histoire. Évidemment, chaque pays évoque les victoires des Européens sur des Européens. Mais ça serait aussi une revendication à manifester pour avoir un cours européen d'histoire. Enseigner aux jeunes où nous étions et pas cacher des choses. Et où on est parvenu à vivre durant le dernier demi-siècle. Alors, la citoyenneté européenne, malheureusement, beaucoup de choses ont été faites à moitié. Prenez la monnaie commune qui n'est pas si commune comme dirait l'autre. C'est une bonne chose, la monnaie commune. C'est une caractéristique, je dirais même fondamentale, d'un ensemble géographique et économique. Mais ce n'est que la moitié du travail. On n'a pas une gouvernance économique. On n'est pas tous égaux, ni devant les institutions, ni en utilisant cette monnaie. Donc là aussi, il y a des choses à dire, il y a des choses à revendiquer, mais moi je reste persuadé qu'il ne faut pas faire un cahier de revendications de 4-5 pages, qu'il faut choisir, si possible, ensemble. Et c'est vraiment merci beaucoup. Oui, j'arrête. Mais c'est important. On peut discuter pendant 2 ans. Si on n'arrive pas à mettre 4-5 revendications, pas plus, et essayer de les pousser dans tous les pays, toutes les organisations sociales, on n'avancera pas. Merci. Merci beaucoup. Madame Klasnitsch. Ich habe es sehr gut verstanden, wenn Sie gemeint haben, Information ist ganz wichtig. Und komme zu dem Thema zurück. Über die Verfassung ist europaweit berichtet worden, was nicht Platz gefunden hat. Dass aber positive Akzente hineingekommen sind, hat man leider kaum berichtet oder nicht erfahren. Und genau dort hat die Medienarbeit auch anzusetzen. Das Nächste, das ich ansprechen möchte, ist, wenn Sie gesagt haben, dass man einen Kontakt braucht. Der Herr von Platz Nummer 50 hat uns in der Arbeitsgruppe gesagt, es gibt eine neue Bürgerinitiative, eine europäische, und ich würde Sie bitten, dass Sie dann mit ihm reden. Es heißt New Deal und Sie werden dann selber darüber was sagen können, außer Programm wahrscheinlich. Aber es wurde gut angekündigt und ich glaube, es ist eine gute Idee, weil es muss gelingen, dass europäische Anliegen Herzensanliegen werden. Dann wird es von Europa getragen werden. Wenn man das Gefühl hat, dass es ein allgemeines Anliegen ist, dann kann man es auch in einer Bürgerinitiative gut umsetzen und ich glaube, das sollte gelingen. Und das Gespräch soll nicht immer nur sein von unten nach oben, sondern von Mensch zu Mensch, nämlich von links nach rechts und von rechts nach links, weil wir sitzen alle in diesem gemeinsamen Europa und in unserer kleinen Welt. Danke. Luca. Bon, beaucoup de choses ont été dites, surtout dans le rapport de Julia que je partage. Je voulais faire 2 petites réflexions. La première sur les 2 piliers de la démocratie. Ils ont été évoqués aussi ce matin
dans la présentation du schéma du rapport par Christian Purvulescu, aussi au nom de Gabi Bischoff. Les deux piliers sont la démocratie représentative et la démocratie participative. Alors là, on a un double problème dont il faut être absolument conscient et convaincu. On a aussi un problème sur la démocratie représentative. Le Parlement européen a largement vu croître son rôle et ses pouvoirs. Peut-être il a pu jouer un rôle plus important, on pense par exemple dans le cas du budget ou d'autres politiques, mais on a perdu de capacité d'impliquer la participation et la conviction réelle des citoyens d'être impliqués dans la dynamique. Et c'est le rôle des parlements nationaux. On n'a pas beaucoup parlé, mais on sait qu'une des dernières réunions de délégation des parlements nationaux avec le Parlement européen qui a eu lieu à Vilnius lors de la présidence lituanienne, il y a eu un clash. Donc il y a un problème de comment rétablir une modalité d'implication qui les traités prévoient des parlements nationaux dans l'adoption des grandes directrices. On sait très bien que le six-pack, le duo-pack, le fiscal compact ont été adoptés par la plupart des parlements nationaux dans des votes nocturnes entre le vendredi et le samedi. On n'augmente pas la légitimité démocratique. Et deuxièmement, sur ce qui est la démocratie participative, on s'est arrêté. Nous tous, on était largement contents parce qu'on a gagné une consolidation des formes existantes du dialogue social qui se sont élargies et la reconnaissance du dialogue civil. Le dialogue civil, l'article 11. J'étais rapporteur, tu l'as rappelé ce matin, de cet avis il y a quelques années sur la mise en œuvre de l'article 11. On n'est pas allé au-delà de la consultation. La Commission n'a pas été intéressée à développer les deux derniers articles, les articles concernant les deux premiers, les mesures du dialogue civil. Le Parlement a même fermé l'Agora, qui n'était pas en forme de dialogue civil, mais c'était à moins un prodrome, et le Conseil, n'en parlons pas parce qu'il ne fait même pas la consultation. Oui, heureusement, on a l'initiative citoyenne. Je veux rappeler, entre autres, qu'avec l'EAS, le service d'action extérieure, ont été les deux premières applications du traité de Lisbonne que la Commission, le Conseil et le Parlement ont mis en place un an après. Donc, très rapide. Donc, Dieu merci. On évaluera les CI d'ici peu. Mais on a fait très peu. Donc, il y a un énorme chantier à faire. Ce n'est pas simplement la simplification de l'accès, de l'information. On a des instruments, comme a été dit, qu'il faut retravailler. Et la deuxième, c'est qu'il faut réconcilier le niveau européen avec le niveau national. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je le dis que pour ce qui nous concerne, hein, je sors de mon rôle dans l'institution européenne et je prends le rôle d'un responsable pour longtemps de la nation de société civile. On sait que le gap n'est pas simplement entre les citoyens et l'institution européenne, et aussi par nos constituencies dans nos pays et ceux que nous représentons ici. Combien de fois, nous, quand on est dans les réseaux à Bruxelles à faire notre travail, on sent que nos constituencies dans nos pays elles sont très éloignées des préoccupations, de la capacité. Elles sont loin. Donc il faut réfléchir aussi à comment reconstruire ce pont et comment les faire participer activement dans les politiques. Je me demande, à côté de ce qui a déjà été dit ce matin, repris les cours d'histoire, le rôle des écoles, s'il ne faudrait pas sérieusement réfléchir sur un service civil européen obligatoire qui oblige tous les citoyens européens à passer une partie de leur trajet de formation, 6 mois, dans un autre pays pour connaître et pour rentrer dans une dynamique plus européenne. Parce que si on a construit l'Europe, mais il faut faire le citoyen européen, et le chemin est encore très long. Soit qu'il s'agit des entrepreneurs, des syndicalistes, du milieu associatif, des consommateurs, des agriculteurs, pour lui faire comprendre la complexité, mais aussi l'énorme quantité de bonnes expériences, de best practices qui peuvent ouvrir les perspectives dans tous les domaines. Donc il faut regarder aussi à des propositions fortes pour ouvrir cette fenêtre. Merci. Thank you. So, there's somebody else here on the panel sitting very patiently and quietly and listening to all the comments and all the reporting, and that's Jean-Marc Rawant, who, of course, formerly was the vice chair of the liaison group, also of the Economic and Social Committee, and more recently has been chair of ECA, of the European Year of Citizens Alliance. So now I'd like to invite you, Jean-Marc, to share with us your thoughts, and especially about the role of civil society, the role of European civil society, looking forward to the future, and the role that we can play and will play in contributing to building Europe.
Chers amis, mesdames, messieurs, en guise de mots de conclusion, au nom du comité de pilotage de l'année européenne et en tant que président de l'année européenne, je voudrais adresser des remerciements. Je le disais en tant que président de l'Alliance pour l'année européenne des citoyens en 2013, en 2014, peut-être en 2015, si les nouvelles institutions n'ont pas d'idée, mais ça ne nous dérange pas, nous sommes prêts à continuer à travailler 2015-2016, il n'y a pas de souci. Remerciements aux responsables du comité économique et social européen, parce que nous n'oublions pas que c'est grâce aux efforts et au soutien du comité que cette alliance est née. Oui, c'est dans cette maison de la société civile qu'a germé l'idée d'un rassemblement pluriel. C'est grâce au soutien du comité que nous avons pu rassembler plus de 60 réseaux européens, plus de 20 plateformes nationales intervenant dans différents domaines, la culture, l'éducation, les droits de l'homme, le social. Au-delà de ce succès historique, ce rassemblement important, parce que la vie associative organisée a une forte propension à être divisée, atomisée. Donc c'est une grande première, c'est une étape importante que nous avons franchie de rassembler les acteurs associatifs de la société civile. Et nous avons remporté une deuxième victoire. Cette victoire, c'est celle d'avoir abouti à la production de recommandations. Ce n'est pas simple, ce n'est pas facile d'abandonner ces préoccupations sectorielles, des préoccupations parfois trop catégorielles pour penser général, pour penser à des propositions pour l'ensemble des acteurs de la construction européenne. Nous avons, au bout d'un an, abouti à ces 80 propositions et nous sommes ravis, heureux de voir en quoi elles peuvent s'articuler facilement, intelligemment, avec le plan pour l'Europe réalisé ici au comité qui a été présenté par M. Pirvoulescu tout à l'heure. Oui, nous avons su dépasser nos divisions pour bâtir, contribuer à bâtir une Europe de la solidarité, de la démocratie et de l'égalité. Nous avons, au bout de cette deuxième étape, après avoir construit le rassemblement, deuxième étape, avoir rédigé ces recommandations, nous avons présenté à Vilnius, pendant la présidence lituanienne, à la fin de cette présidence, nous avons présenté officiellement ces recommandations. Et là, grande déception, parce que même si nous avons été accueillis chaleureusement, Madame Reding nous avait promis de nous recevoir et d'intégrer dans une feuille de route quelques-unes de ces recommandations. On est conscient, Georges, pas toutes, quelques-unes qui pourraient paraître les plus importantes. Nous attendons toujours à ce jour cette visite et on ne voit pas venir de feuille de route intégrant ces propositions. Madame Reding a un agenda très chargé. Elle est désolée, mais elle ne peut nous recevoir. Mais nous savons, nous, que nous devons compter que sur nos propres forces, notre propre imagination, nos propres initiatives. Aussi, et c'est la troisième étape, c'est une année importante pour nous en 2014, c'est le suivi, l'accompagnement des recommandations, des propositions que nous faisons pour construire une autre Europe, celle dont nous rêvons. Et ces recommandations seront présentées par les différents réseaux membres de l'Alliance. Nous profiterons aussi de quelques événements pour montrer la pertinence de ces propositions et nous commençons à réfléchir à peut-être ce qui serait une quatrième étape. Mais là, il faut d'abord bien réaliser le suivi des recommandations. Nous allons nous retrouver en assemblée plénière à Madrid, l'ensemble des membres de l'Alliance, le 31 mars, pour réfléchir à ce que doit être le futur de cette alliance, puisque Gabriela m'invitait à dire 2-3 mots sur le sujet. Nous sommes très prudents. Nous savons que nous devons préserver une dynamique qui s'est créée, une dynamique historique, mais il ne faut surtout pas qu'on invente un machin, il ne faut pas qu'on invente quelque chose qui ferait redondance, doublon. Donc nous allons à Madrid nous poser un certain nombre de questions parce que nous savons que nous avons besoin de structurer une parole associative pour que, enfin, dans un véritable dialogue civil européen, la légitimité, la pertinence des propositions des organisations que nous incarnons soit mieux prise en compte. On connaît le dialogue social, on connaît le dialogue entre le patronat, les entreprises et les salariés,
ce dialogue social est utile, important, mais nous avons aussi besoin d'un dialogue civil intégrant nos propositions, parce que nous avons la prétention d'apporter aussi notre contribution à une construction européenne plus juste. Donc, différents rendez-vous seront programmés, et je les annonce très vite, parce que je ne voudrais pas que Connie Reuter puisse manquer de temps pour ses conclusions. Après Madrid, nous allons nous retrouver le 4 mai à Strasbourg, pendant les portes ouvertes du Parlement européen qui accueille plus de 20 000 personnes, où nous allons présenter ces recommandations. Nous profitons de tous les instants, de tous les événements. Chaque membre a prévu dans son manifeste, dans son agenda, dans ses manifestations, de parler des recommandations. Nous ferons ça pendant toute l'année 2014. Nous nous retrouverons à Athènes pour des journées civiques européennes invitées par des acteurs de la société civile qui s'inscrivent en dehors des manifestations officielles pour un certain nombre de raisons qu'il est trop long d'expliquer ici. Et nous attendons beaucoup de la présidence italienne. Je m'adresse à mes amis italiens de la plateforme de l'Alliance qui vont nous accueillir dans certaines manifestations, notamment en fin de présidence. Nous nous retrouverons aussi peut-être à Lampedusa. Ce n'est pas innocent, c'est symbolique pour traiter des questions euro-méditerranéennes pendant la présidence italienne. Et pour conclure, et je vous invite à regarder sur le site de l'Alliance toutes ces manifestations, mais je voudrais dire que nous vivons un grand paradoxe. Paradoxe d'une mobilisation sans précédent des ONG, des réseaux, une mobilisation très forte des militants de nos organisations au moment où nous connaissons une situation dramatique, les plus grandes inquiétudes pour les ONG. On a parlé, Julia l'a évoqué, Georges aussi est revenu dessus, sur le budget européen. Aujourd'hui, nous sommes dans la raréfaction des financements publics qui mettent en danger un grand nombre de nos organisations. Même au-delà des operating grants, nous avons aussi un certain nombre de projets qui sont bloqués pour un certain nombre de processus que nous avons du mal à comprendre. Et je voudrais, en guise de conclusion vraiment définitive, vous dire d'essayer d'imaginer ce que serait la construction européenne sans l'apport des ONG, sans l'apport des associations. Merci. Thank you very much, Marc, for those words and also to remind us about the work that is continuing with the Alliance, which is part of the process that we were also building up today. Now we really have a last question before the final words of Connie, because we still have a pot of honey to give, but we are going to be very brief. We've been speaking about raspberries beforehand, and the question is, where in Europe are over a third of all the raspberries in the world grown? Sweden, Spain or Serbia? You were the first one. So Vladimir will get the honey. Well done, yes. The correct answer was Serbia. Sérieux? It's a silly question in many ways, but when we talk about Europe, we of course don't only speak about the European Union. We of course include the neighboring countries. We include those countries that have a wish, and those citizens in those countries that have a wish to enjoy what we enjoy in the European Union. And sometimes those of us that live in the European Union are the last to appreciate what those that are outside, those in the Balkans, those in Ukraine, what they see and value about the European Union is sometimes the things that we lose and we don't see so much. Today we've been asking the question, what Europe for us? And some of the speakers this morning reflected on that in the sense of who belongs in Europe and who does Europe belong to? Who makes decisions about that? And how do people participate in that decision making? And I think these are some of the key questions that we've been thinking about and talking about. And while there are citizens, fellow citizens in Europe, and even heads of state nowadays who are questioning some of the core principles of the European Union, questioning the principle to move towards ever closer union,
questioning the principle of free movement, and not only questioning, but actively working against those principles that I think many of us here hold very dear to our hearts, and certainly those people in the neighboring countries who look to the EU as an example hold dear to them. So this is something for us to take away, to think about, to make our voices heard as loudly as the Eurosceptic voices, and as loudly as those people that are trying to take away what we most value, that we also speak up loudly and we contribute to good decisions about who belongs in the EU and who the EU belongs to. Thank you for your participation today, and for the final words we hand over to Connie. Yeah, thank you very much for your animation, Gabriela and Giuseppe. I think that is part of the tentative to show that there are also, even if we are in an institution, that there are ways perhaps to find other ways of going through such an intensive day like we have had today. Jean-Marc has been speaking on the paradox, and indeed it's a complete paradox situation, not only that on one hand we speak there is a gap between the institution and the citizens, and that in the same time we have to justify always ourselves, what is your role, what is your place, on whose behalf do we speak. I think Gabriela said we have to speak as loud as the others. No, perhaps we have not to speak louder, but we have to find ways to be more effective also in our argumentary and to reach out and to connect. Because what we know, although I'm myself head of a European network, and sometimes I'm saying our problem is the problem of the iceberg. We are only the peak of the iceberg. You know us here in the ESC. Some of you know us in the Commission. We are not present, as George had said, no, this morning Yanis had saying it, the Council does not know anything on civil dialogue. But what we have to do is how to connect also our constituencies better with what is going on at EU level. Then there's a second paradox. We want to improve. We want to have a more social policy, a more inclusive European Union. We have proposals which are on the table, which are even handed out to the Vice President of the European Commissioner, but are all respect. I think it, well, shall I say insult? No, but it's a lack of respect, even not to receive us and to discuss with us on this. And it's a lack of respect also not to take seriously all this work that has been done all over a year and even a year and a half. Which is an investment, an enormous investment. We have to justify for some, sorry, I will not say it, peanuts, for public money that we get. And on the other side, nobody counts all the hours and all the costs that also have been invested by our side. It's an enormous investment of all those. We are not paid. We are not paid for what we do here by European institutions. You came here because perhaps you have the facility to travel. Perhaps there is a little bit of funding for travel and for participation, but it's an enormous investment. And if this is not taken into consideration, how can we then claim and saying there is too much distance between the European institutions and its policies, if it's not through us? It is nice, it is sexy for some to meet citizens. But who are the citizens? What do they represent? You cannot meet all the European citizens. There is a problem of delegation. There is the direct democracy through the elections and in the European Parliament. You have the ESC here as a European institution with whom we work closely together. But why do we always have to justify and then being like Antonella and others in a situation where even in March you do not know whether we will get any means for and funding for some activities? Whereas there is no way that in any moment you have some experts who contract with the European Commission who we even do not know why they are experts and what they are experts. They have access to funding that we would dream upon. So I think it's not to cry out loud, but it's to say out loud, okay, we want to have another policy. Yes, we want to be involved, but not for the sake of ourselves, because we have something to say. And if you have questions, what do we have to say? Just listen to what have been said here today on the three major issues. Economic development, a Europe based on solidarity and on values. Yes, we need an economic development. People are looking for jobs. Yeah? Greeks are not lazy, like sometimes in Germany they pretend to say, you prefer the sun and the user. No, they want to have work, but we need to bring quality employment to Greece. We need to bring quality employment for young people to Portugal and to Spain. This means industrial policies. This means investment in social infrastructure, in social services. This is not new. Yeah? But this means another way of
not diluting European policies, but investing in European policies which bring back people to work and to quality employment, and to reconsider that for doing this, there is a need for social dialogue. It's not because of you, Georgios, that I'm saying we know, and for Madame Klasting, we know that there is a majority of small and medium-sized enterprises who give the work and employ, and under better conditions mostly than in the big corporations they are doing. So take this into serious. Social policy cannot be disconnected from economic development. The success story of Europe, and every time that you go outside of Europe, people are happy to speak to you because they see in Europe this balance between economy and the social. That has been the success of the integrative puzzle in the past. So this is where we have to come from, and I agree completely that we have to make proposals. Proposal number one, investment in education, in training, in social infrastructure and in policies. Number two, we have to consider also how to promote better the civil dialogue and a better effective dialogue at all levels in order to improve what is the social outcome of these policies. Active labor market policies include, active inclusion includes active labor market policies, includes minimum income schemes, and includes social services. If this is not concrete, that would be easy to be translated, but it is on political choices, and for these political choices there is a need of majorities. We know that in this House we have allies. We know that in the Commission we have many allies also. We know that we have allies in the European Parliament. We can criticize and say we want another policy, we want to have a more integrative approach, and in the same time it is very clear there is no alternative to the European integration project. And please be aware, it is not for dramatizing, but we have been this year 100 years of beginning of World War I, and we see similar developments, to be serious. We see similar developments. We see a crisis, a social crisis, a political crisis. We see a military intervention, which is only a small regional conflict. But we have seen in our history how fast a very small regional conflict can generate a much greater and a much bigger. So these ingredients are absolutely explosive. And I would call European leaders to consider that we are not here to ask for more cash. But what we are asking here is take the responsibility, take serious what people work out, what they propose, and try to find another set of policies to make really a progress, that we give not up this European model, that we do not fall back in the trap of nationalism, populism, and perhaps also at the end of a war situation. So I think that is the historical responsibility, and therefore this morning it was said we are at the crossroads. That is right, but I was wrong. At the crossroads, it's not from Jimi Hendrix, it is from Eric Clapton, so, which is important. Very good. So on this conclusive word, I think we need a little bit more of rock and roll, perhaps. I don't know whether you go for Electric Ladyland like me, or whether you go for Jim Morrison from The Doors on Break On Through, but perhaps we need a break on through for more inclusive and social, more transparent and more participatory democracy at EU level. I think we have an idea on the concepts, we have an idea of the content, we have an idea on the tools that we need, we have also an idea on the budget that would be needed for it. So in fact, I think this is also why we can say we can be modestly satisfied of this Civil Society Day 2014. The work does not end now at 5:22. It will continue. We will continue working together. We will remind those who have the responsibilities to take their responsibilities and to listen to those who have proposals to make. And in the end, I would just like to thank our friends from Café Babel. I think it's really a huge difference. It was on content. And we see the difference with you and the professional journalist who is here to promote himself. You promoted the idea and the work that has been done by the working groups, which is absolutely another quality. I want to thank the representatives of the 3 groups of this House and also the staff of this House, Maria, for sure, Pierluigi, Patrick Fèvre, who has been working with us also, and Miriam, who are our interlocutors here in this House and who are very supportive of the work that we do as civil society together with you. I want to thank the Commission representatives for the support that they gave us in the last European year. And as Jean-Marc said it, if you do not know what to do with your money for the next European year, we have some ideas and can make proposals. And last but not least, in the end, I want to thank the interpreters who were with us again.
The Europe of diversity is also the Europe of language diversity. We all can speak English, perhaps not as bad as I am doing it, but at least it's a common language, but we need also the other languages, and therefore it's important that we can have your help and your support. So thank you very much to the interpreters. And thank you very much to those who joined us, to you, the participants, and looking forward to seeing you as soon as possible at other opportunities. Because, as we say in German, la lotta continua, le combat continue. Es geht weiter. Say in German.